Hello les filles et bienvenue dans Successful Anonymous. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très particulier puisqu'on va voir 5 conseils incontournables qui sont rabâchés sans arrêt depuis la nuit des temps et qui fonctionnent très très bien, sauf quand on est neuroatypique. Là, ils sont juste bons à mettre à la poubelle. Je sens que plus d'une d'entre vous va être soulagée à la fin de cet épisode. Du moins, j'espère que ça va déculpabiliser dans les chaumières. Et juste avant ça, une brève interruption plutôt personnelle, puisqu'à l'heure où j'enregistre, on est la veille, ou peut-être l'avant-veille du mois de Ramadan. C'est un mois béni pour moi, pour tous les musulmans de la planète, mais cette année, il vient avec un goût un petit peu bittersweet, je vais dire. C'est assez difficile de se mettre dans le mood de la célébration, de la joie qui vient généralement quand Ramadan entre en piste, parce qu'on sait que de l'autre côté de nos écrans de téléphone, nos frères et sœurs de Palestine, nos bien-aimés, qui nous ont montré leur force, leur courage, leur foi inébranlable, s'apprêtent à entrer dans ce mois de réjouissance normalement, avec des bombardements, avec des caisses d'aide qui leur tombent dessus, sans parachute, avec une mascarade d'aide par la mer, mise en place alors qu'il y a des centaines et des centaines de camions qui attendent depuis des mois de pouvoir entrer pour les soulager. Alors plus que jamais, j'adresse mes prières aux Palestiniens, aux Syriens, aux Libanais, aux Yéménites, aux Congolais, aux Soudanais et individuellement à chaque personne qui subit une injustice. On n'oublie pas, on ne pardonne pas, et ça n'arrivera jamais. Et à vous qui m'écoutez les filles et qui vous préparez à entrer dans ce mois de recueillement, d'élévation spirituelle, d'épanouissement, d'amélioration de soi, je vous souhaite que vos prières soient exaucées et que votre jeûne soit accepté, et qu'il en soit de même pour moi. Alors avant de plonger dans ces 5 conseils pour les neuroatypiques, je vous fais un bref récap sur ce qu'est la neuroatypie. Donc généralement, ça désigne un fonctionnement neurologique ou psychologique qui s'écarte de la norme. Donc c'est un terme qui a été inventé de base par et pour la communauté autistique pour souligner le caractère différent du fonctionnement cognitif des autistes. Mais par la suite, il a été utilisé pour désigner toute personne qui s'écarte du fonctionnement neurologique ou psychologique de la majorité. C'est pour ça qu'on parle de neuroatypie versus la neurotypie. Si je puis dire ça comme ça. Le fait de penser de façon typique, classique, dans la norme, versus nous, les autres. Et alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est-à-dire qu'on croit peut-être qu'il y a qu'un nombre très limité de personnes qui sont concernées par la neuroatypie, en réalité, il s'agit quand même d'une personne sur 4, donc c'est pas rien. Et c'est vraiment important de comprendre quand on est neuroatypique, quelle est la neurodivergence, je vais dire, qui nous concerne, parce que en fonction de ça, on pourra trouver différents types de stratégies qui fonctionnent pour chacun de ces cas de figure. Il y a des personnes qui vont avoir une neurodivergence, d'autres qui vont cumuler les lots. Il s'agit pas tant de mettre des étiquettes comme si c'était une carte de fidélité qu'on souhaitait remplir à tout prix, pas du tout, mais il s'agit vraiment de se comprendre pour mieux fonctionner et surtout ne pas se retrouver dans une situation de souffrance, parce qu'il y a malheureusement une vraie souffrance quand on ne se comprend pas, quand on n'arrive pas à être compris aussi, surtout de son entourage, ou quand on comprend pas son entourage qui est neuroatypique, alors que peut-être nous on est neuroatypique mais une autre sorte de neurodivergence, ou qu'on est neurotypique et qu'on aimerait comprendre les personnes avec qui on vit et qu'on aime. D'ailleurs, il y a autre chose qui est mis en avant que la neuroatypie de façon générale, et alors je m'étale un petit peu, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne, et c'est vraiment un sujet qui m'a permis en l'abordant, de mieux me comprendre et de mieux m'accepter, et d'accepter aussi mieux les autres, parce que quelquefois on est un peu dur, que ce soit envers nous-mêmes ou envers l'entourage. Et donc ça permet vraiment de se comprendre et de comprendre l'entourage, justement, et donc de mieux vivre. Donc il y a autre chose aussi qui est important. Au-delà des neurodivergences et des neuroatypies, il y a la psychoatypie, qui est un terme de plus en plus répandu. Et là, on n'est plus trop sur les fonctionnements cognitifs, mais on est plutôt sur les particularités psychiques qui, cette fois-ci, sont acquises. Donc comme le trouble anxieux, la dépression, les troubles du comportement alimentaire, etc. Et c'est vraiment vécu comme des souffrances intrinsèques. Donc ce sont des atypies acquises. Pourquoi ? Parce qu'elles vont plutôt être liées à certains événements, et c'est des réponses en fait à ces événements. Sans rentrer plus profondément dans ce cas de figure, c'est pas trop compliqué de comprendre que quand on combine ou quand on a un cocktail de neuroatypie et de psychoatypie, du coup, on peut se retrouver dans des situations assez explosives, et c'est d'autant plus important, premièrement, de bien comprendre qui on est, comment on fonctionne, pourquoi
on fonctionne comme ça. Deuxièmement, d'accepter, d'embrasser totalement ces différences. C'est pas une maladie, c'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose qui doit être su et connu pour pouvoir justement vivre avec et bien vivre avec, comme je le disais juste avant. Et surtout, pour se construire avec ces différences-là, s'affirmer comme je le disais et ne pas se sentir comme quelqu'un de malade, qui va pas bien, qui est hors norme, qui est un petit peu exclu. Non, en fait, ça fait partie de nous et on vit très bien avec. Donc pour donner un exemple de tout ça, moi, mes neurodivergences, mes psychoatypies, etc., elles sont multiples, puisqu'on peut retenir, et certaines d'entre vous, je sais très bien qu'elles se reconnaîtront dans ces traits également. Donc par exemple, moi j'ai été détectée avec un haut potentiel, avec une dyscalculie, un trouble de l'attention, un trouble anxieux généralisé, les troubles du comportement alimentaire, c'est connu, la dépression, c'est connu, le burn-out, c'est connu, les problèmes d'addiction, c'est également un terrain conquis. Et bon, quand on a un bagage comme ça, si on va en plus se forcer à rentrer dans des cases et si on va en plus se forcer à appliquer les conseils incontournables que tout le monde prodigue à tout va, le problème, c'est qu'on risque de se confronter à une souffrance encore plus grande parce que, inévitablement, ces conseils qui fonctionnent pour les personnes avec un fonctionnement cognitif classique, ils ne peuvent pas fonctionner pour les personnes avec un fonctionnement cognitif atypique. Et du coup, forcer, je vais dire, un triangle à rentrer dans une forme de cercle, ou de rond, ou de carré, ça va pas fonctionner, on va pouvoir le tourner dans tous les sens qu'on veut, il y a un moment donné, ça coincera. Et il faut pas que le triangle se frustre de ne pas rentrer dans la forme du cercle, c'est tout simplement qu'il faut trouver la bonne forme dans laquelle mettre le triangle. Ouh, j'espère que j'ai perdu personne, mais je pense que ça va. C'était encore une explication assez rationnelle et assez facile à comprendre. Du coup, après ces explications qui me semblent interminables, je vais m'arrêter ici parce que sinon je vais encore plus m'enfoncer. Je vais démarrer sur le conseil numéro 1 qu'on entend de partout, le fameux « fake it until you make it ». Fake it until you make it, fais semblant ou prétends jusqu'à ce que ça arrive réellement. On pourrait traduire ça comme ça, excuse my French. Donc pourquoi, de façon très globale, c'est un bon conseil? De façon générale, c'est un bon conseil parce que ce conseil-là, il va encourager les personnes à prendre de l'assurance et à sortir de la zone de confort. Encore quelque chose qui, qui m'agace un petit peu, l'histoire de zone de confort, mais c'est pas grave. Donc avec ce conseil-là, typiquement, on dit que la personne va prendre en assurance, va sortir de sa zone de confort, tu peux prétendre jusqu'à ce que ça arrive, etc., etc. Ça peut pas fonctionner sur les neuroatypiques. Parce que, déjà de base, la personne neuroatypique, elle a un sentiment d'imposture qui est incroyable. Parce que, de base, dans la plupart des cas, évidemment il y a toujours des exceptions, mais de base, dans la plupart des cas, la personne neuroatypique, elle est très certainement multipotentielle, multipassionnée, et elle a été s'instruire, s'informer, se former dans une multitude de sujets et de domaines. Ce qui a donné quel résultat? Non pas celui qu'elle se sent experte dans tous ces domaines-là, alors qu'il faudrait que ce soit ça, mais plutôt qu'elle s'est sentie illégitime parce que pas experte dans une niche spécifique. Alors, si sur ça, on vient rajouter un conseil qui dit « Ok ma cocotte, déjà tu crois que tu vaux peanuts, mais en plus de ça, il faut que tu viennes fake tout ton business autour de cacahuètes. » Eh bien, ça ne va pas fonctionner du tout. On va se retrouver avec une personne qui a déjà énormément de mal à accepter qu'elle est talentueuse, douée et compétente dans différents domaines, parce que la norme impose qu'on soit excellente dans un domaine. Elle est excellente dans plusieurs domaines, mais comme c'est pas la norme, elle n'arrive pas à l'accepter. Eh bien, sur ce profil-là, on va venir ajouter « c'est pas grave, fais semblant qu'il y a pas de malaise, fais semblant que tu déchires jusqu'à ce que tu obtiennes des résultats. » C'est pas possible, ça peut pas fonctionner. C'est tout simplement, c'est impossible. Même mathématiquement, ça colle pas. Un meilleur conseil par rapport à ça, ce serait évidemment de valoriser ton authenticité et surtout d'aller vers l'affirmation de soi
vers le fait de s'assumer aussi, d'accepter et d'embrasser tes connaissances, forcément, à partir de là, trouver peut-être un environnement aussi où tu te sens valorisée et comprise telle que tu es. Donc si jamais tu te reconnais dans ça, le fake it until you make it, tu peux le jeter à la poubelle directement et vraiment axer tes efforts sur l'affirmation de tes compétences, le fait d'assumer que tu as ces compétences-là et le fait aussi d'embrasser toutes tes compétences en te disant que c'est pas parce que la norme dit qu'on doit exceller dans un domaine que toi, en fait, tu n'es pas excellente dans plusieurs domaines et tu as le droit d'être excellente dans plusieurs domaines. C'est une force de dingue. Et en acceptant tout ça, en affirmant tout ça, en assumant tout ça, tu vas faire briller toute ton authenticité et on va comprendre automatiquement qui tu es, comment tu fonctionnes, et c'est ça qu'on veut voir finalement. Donc le fake it until you make it, non. Conseil numéro 2, on dit souvent commence avant d'être prête. Alors je dis oui et je dis non. Pourquoi c'est un bon conseil de façon générale? C'est un bon conseil parce qu'il pousse à l'action et il évite d'être paralysé par une suranalyse de tous les éléments avant de se lancer. Par contre, pour les neuroatypiques, et là je pense encore plus à mes sisters avec un TDAH, ça peut très rapidement mener à un sentiment de, comment je vais dire ça, de overwhelming, on va être submergé. Ça risque aussi grandement de mener à la procrastination parce que ces profils-là ont besoin d'une structure claire, d'un cadre clair, de savoir exactement où on va, où est la deadline, parce que s'il n'y a pas de deadline, ça va pas le faire non plus. Surtout, comme je disais, les TDAH, et je suis ambassadrice pour ce qui va suivre, on a besoin d'une deadline, on fonctionne bien sous la pression, donc si la deadline n'est pas claire, on va laisser, je vais faire ça après, je vais faire ça après, je vais faire ça après, ça va pas le faire. Donc commence avant d'être prêt, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ça veut pas dire qu'il faut commencer directement. Dès qu'on a l'idée, hop, on se lance et ça va partir dans tous les sens. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de structure claire. Ça va être une catastrophe. Donc, le meilleur conseil, c'est de planifier, mais avec flexibilité. Donc, on définit des petites étapes pour progresser vers l'objectif. Il faut que l'objectif soit clair aussi. Clarté, 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 en fait, pour venir contrebalancer l'idée de se lancer rapidos. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de clarté. Savoir exactement où on va. Donner un sens à tout ça aussi. De l'autre côté, donc, permettre d'adapter le plan selon les besoins du moment. Donc, je dirais qu'au lieu de dire « commence avant d'être prête », ce serait « commence avant que tout soit parfait ». Parce qu'autrement, on tombe encore dans un autre versant qui est le perfectionnisme et ça mène exactement au même résultat, c'est-à-dire la procrastination. Donc, plutôt que de dire « commence sans structure, etc., commence avant d'être prête et tout », ça, on dit non ou pas tout à fait. On va dire « commence avant que tout soit parfait, mais… » établis d'abord une structure claire, un point A de départ, un point B avec la ligne d'arrivée, une deadline bien claire et apparente parce que sinon ça va partir dans tous les sens, et surtout une ligne, un fil conducteur pour avancer vers cet objectif-là. Quelque chose sur lequel tu puisses te reposer pour éviter de te disperser dans tous les sens. Conseil numéro 3, à bannir à tout jamais, c'est le fameux « il faut se faire violence ». De manière générale, c'est un bon conseil parce que de nouveau, on peut sortir de sa zone de confort pour grandir, pour dépasser ses peurs, etc., etc. Alors ça fonctionne très bien pour les personnes qui ont aucune atypie psychologique ou neurologique, mais pour les autres, c'est une approche qui peut être très 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 contre-productive et qui peut vraiment semer le chaos et faire de gros dégâts. Parce que ça va générer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, surtout pour celles qui gèrent déjà des sensibilités sensorielles ou émotionnelles qui sont intenses. Donc le meilleur conseil, ce serait plutôt d'écouter ton corps, d'écouter ton esprit, de respecter tes limites et de progresser à ton rythme en te récompensant pour chaque petite victoire. Donc pour reformuler, je dirais qu'il ne faut pas se faire violence, il faut vraiment faire la différence entre les peurs saines et les peurs ingérables, en tout cas sur le moment, à savoir que si tu as juste peur de passer à l'action, de faire quelque chose, de tenter quelque chose de nouveau, parce que justement c'est nouveau, tu sais pas trop où tu mets les pieds, etc. Mais t'as envie de le faire, eh bien ça c'est une peur saine. C'est juste la peur de l'inconnu, qu'est-ce qui m'attend, est-ce que ça va fonctionner comme je veux, est-ce que je vais avoir un retour positif, est-ce que... Tout ça c'est un questionnement tout à fait logique. Mais si par contre tu es dans une situation où tu as la boule au ventre, ça te donne la nausée, tu n'arrives pas à te projeter sans que ça te fasse mal à la tête ou que tu te sentes réellement mal, là, il faut vraiment te dire que la limite est claire
et qu'il y a aucune obligation d'y aller. C'est toi qui décides. Conseil numéro 4 pour la poubelle, ne parle pas de tes projets. Alors je dis pour la poubelle, mais en fait ça va être nuancé une fois de plus. De façon très générale, c'est un bon conseil parce que il peut aider à maintenir l'effet de surprise, la motivation aussi pour réaliser ses objectifs, sans être influencé par l'avis des autres, etc. C'est aussi une très bonne chose parce que quand tu parles trop de tes projets, surtout un peu trop longtemps avant qu'il n'arrive, bah, tu prends le risque malheureusement de te faire plagier ou recopier ou d'inspirer un petit peu trop de monde et tu risques donc d'avoir de mauvaises surprises de personnes avec un petit peu moins de principes que toi peut-être qui vont te devancer, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, pour les neuroatypiques, c'est un conseil à prendre avec des pincettes parce que pour les personnes, encore plus précisément pour celles qui ont un trouble de l'attention, le fait de pouvoir partager ces projets, ça peut être crucial pour s'engager en fait et aussi pour recevoir du soutien et des encouragements. C'est-à-dire que en partageant du coup aux bonnes personnes, et ça c'est le conseil qui vient avec ce fameux conseil-là, c'est d'en parler mais aux bonnes personnes, de t'entourer des bonnes personnes. Comme ça, toi tu prends un engagement officiel, même si c'est pas par exemple dans ta story avec ta communauté ou dans ta liste email, etc. Ça c'est pas grave. Vis-à-vis de certaines personnes, tu prends un engagement officiel, tu recevras également du soutien, des idées, des encouragements pour quand tu as envie de baisser les bras, etc. Donc ça c'est plutôt important de pouvoir en parler quand même, pour avoir tout ce côté soutien et accountability, donc de rendre des comptes, si tu veux, auprès de personnes bienveillantes qui vont pouvoir contribuer à ta réussite à leur manière et toi à la leur finalement. Alors 5e conseil, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais on va s'arrêter à 5 pour aujourd'hui. 5e conseil qu'on va pouvoir jeter à la poubelle, c'est celui de suivre la même routine tous les jours. Parce que si le fait d'appliquer des routines peut évidemment aider à construire des habitudes solides d'ailleurs, qui vont également réduire le stress qui est lié à la prise de décision, à faire des choix, surtout des choix dans une période, dans un laps de temps restreint. C'est vrai qu'il y a cette partie-là, donc qui est positive, mais ça peut pas marcher pour les neuroatypiques sur le long terme, surtout quand on a tendance à être un petit peu psychorigide. Je m'auto-vise parce que cette rigidité des routines, elle va pouvoir être difficile à soutenir pour celles qui ont besoin de plus de flexibilité et d'adaptation au jour le jour, parce que un jour ne ressemble pas à l'autre, et malheureusement, quand on a une tendance à être un petit peu psychorigide comme ça, bah, on va vouloir absolument appliquer la routine, et on va avoir un sentiment de frustration, un sentiment d'échec quand on va pas réussir à suivre la routine à la lettre. Donc suivre la même routine tous les jours, c'est non, parce que quand on est un petit peu comme ça, psychorigide, c'est trop douloureux de laisser la routine tomber parce qu'elle est là, elle a été actée, donc il n'y a pas de raison qu'on la laisse. Du coup, le meilleur conseil, ce serait de créer une structure un peu plus flexible, de se concentrer sur des routines, mais quelques-unes seulement, qui sont vraiment clés et qui vont te soutenir. On peut imaginer une bonne nuit de sommeil, ce serait déjà vraiment un truc pas mal du tout, ou un moment de détente on va dire, mais laisser de l'espace pour l'adaptabilité en fonction de tes besoins et de ton état aussi chaque jour qui est absolument à prendre en compte parce que comme je le disais, un jour n'est pas l'autre. Ça va vraiment t'aider à maintenir un équilibre sain entre structure et spontanéité, qui sont deux choses qu'on retrouve beaucoup dans les besoins des neuroatypiques et qui semblent contradictoires a priori, mais qui sont totalement complémentaires. Donc la structure et la spontanéité. Donc pour récapituler, sur ces 5 conseils, ce qui est important, c'est vraiment de trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi, je me lasserai jamais de le dire, en tenant compte de tes neurodivergences. C'est pas ce qui fonctionne pour moi qui fonctionnera pour toi, ni ce qui fonctionnera pour une TDAH qui fonctionnera pour une autre TDAH, parce qu'il y a tellement de choses à tenir en compte dans la personnalité d'un individu qu'une seule routine ou qu'une seule façon de fonctionner ne peut pas convenir à 10 000 personnes. Voilà, j'exagère un tout petit peu, mais on s'est comprises. Donc, moi les filles, je vous encourage. Je suis passée du tu au vous. Hein. Désolée pour les switches de tu de vous. J'ai pas trop fait attention cette fois-ci. Donc, les filles, je vous encourage vraiment à expérimenter ces quelques recommandations que je vous ai faites, voir si ça change quelque chose, si vous vous sentez pas un petit peu plus soulagé. Et vraiment, soyez assurés de vos choix. Il y a que vous, en fait, qui pouvez faire vraiment les bons choix. Il y a que vous qui pouvez décider de ce qui est réellement bon pour vous. Donc, soyez assurés que vous avez
toutes les clés pour bien effectuer ces choix-là. Il n'y a pas de mauvais choix. Au pire, on peut toujours recalibrer, donc il n'y a aucun souci. C'est une question de réajustement et il n'y a pas de mal avec ça. Au contraire, c'est très encourageant, ça veut dire qu'il y a de l'évolution. En tout cas, moi je vous invite à me partager votre expérience par rapport à ces conseils sur Insta directement, en DM, ça me ferait trop plaisir, ou sous cet épisode, sur les réseaux, sur YouTube, peu importe en fait. Juste venez me raconter ce que vous en avez pensé, ça me ferait trop plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonnés les filles, abonnez-vous au podcast, sur la chaîne YouTube, sur Instagram, et surtout faites-moi un coucou quand vous vous abonnez, comme ça je sais que vous venez du podcast, ce serait vraiment trop chouette. Et alors avant qu'on se quitte, j'ai juste encore une annonce à faire. Ne coupez pas tout de suite, ce ne sera pas long. Je vous rappelle que on est dans une phase charnière au niveau des offres que je vous propose, donc notamment 2 offres actuellement, 2 offres hyper importantes, hyper intéressantes pour votre business. Donc la première pour votre stratégie d'emailing et de newsletter, la seconde c'est Pop It Up pour construire un panel d'offres éphémère qui va servir votre activité et qui va vous permettre de vous libérer totalement de toute cette emprise des cases, je vais dire, sur vous et de laisser rayonner votre personnalité, de retrouver de l'enthousiasme dans vos ventes, etc. Donc ces 2 offres-là arrivent tout doucement à échéance, elles vont disparaître, elles ne seront plus présentes dans mon panel d'offres, surtout celle sur les emails, là, elle disparaît dans 5 jours, à l'heure où je vous parle. Donc ne tardez pas trop, vous trouvez tous les liens sous cet épisode. Le plus absolu pourquoi vous devriez prendre ces accompagnements, ces formations, ces masterclass auprès de moi. C'est tout simplement que si vous vous reconnaissez dans tous les conseils que je vous donne, dans ce que j'ai à vous délivrer de façon générale, que vous êtes aussi TDAH, haut potentiel, multipotentiel, hypersensible, hyper empathe, que vous avez un trouble 10, quoi que ce soit en fait, si vous êtes une petite bizarrerie parmi d'autres bizarreries, eh bien je pense qu'on est fait pour s'entendre et que vous serez bien servi avec le contenu d'excellence et de qualité que j'ai toujours à cœur de vous partager. Voilà, c'est dit. Je pense que j'ai un petit peu trop tardé cette fois-ci, mais c'est pas grave. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, je l'espère. Et d'ici là, prenez bien soin de vous les filles. C'est absolument essentiel.